s'impliquer davantage dans les affaires locales, mais aussi internationales. Et au fil du temps, cette date est l'occasion de redonner vie à des résolutions novatrices, euh, des discours remarquables, en passant par l'influence qu'ont exercé des femmes pour évaluer les lacunes existantes et souligner les axes de progrès pour demain. Depuis les années 2000, la promesse faite d'un monde meilleur pour les femmes est inscrite dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est un élément dont je vous reparlerai à la fin de cette conférence, puisqu'à l'horizon 2025, vous savez qu'un pavillon des femmes sera célébré à l'occasion de la prochaine exposition universelle d'Osaka qui aura lieu au Japon. En tous les cas, l'expression créative des femmes peut modifier les comportements et une invention peut changer le cours de l'histoire. Et c'est le cas des travaux de la biologiste Lucie Randouin, dont une rue du lotissement de la Massey porte le nom. Alors, du niveau local au global, ce sont des gouttes d'eau dans la mer qui, en dépit des obstacles, forment ensemble une vague de militantisme et d'engagement en faveur des femmes et, je dirais, de la société dans son ensemble. Je vous remercie à tous pour votre présence à cette visioconférence qui n'a pas pu s'organiser dans les conditions initiales qui avaient été pourtant souhaitées et envisagées avec un certain nombre de partenaires à Guichen et en Bretagne. Mais je vous propose de rester à l'écoute pour cette conférence qui va durer une quarantaine de minutes et qui sera bien entendu ouverte à un échange et un débat avec vous tous sur le discours nutritionnel et l'alimentation de demain. L'ambition de conjuguer cette conférence avec la Journée internationale des droits des femmes est aussi une façon, je dirais, de stimuler et d'encourager des échanges sur la thématique science, savoir et échange pour la société de demain. C'est un champ de réflexion qui va à la fois nous permettre de rebondir sur des discussions engagées ici au niveau local en faveur de l'autonomie circulaire, en faveur aussi de l'autonomie alimentaire sur le territoire avec une actualité, on le voit aujourd'hui, extrêmement forte sur des enjeux de sécurité alimentaire et on le voit tous les jours dans le monde. Vous savez que le département d'Ille-et-Vilaine a déployé en Bretagne un plan alimentaire territorial avec pour objectif d'accélérer le changement profond sur de notre alimentation en s'appuyant sur les territoires. Et puis s'ajoute également le plan alimentaire responsable. Et en écho au sujet de la conférence de ce soir, nous aurons l'occasion d'en débattre et d'échanger davantage pour valoriser des ressources circulaires, des activités transformatrices avec des chaînes de valeur qu'il est possible aujourd'hui de réinventer en lien avec la nutrition, la diététique, la sécurité alimentaire, j'en parlais tout à l'heure, et même la pharmacopée des plantes et des sciences du vivant. Alors, je vais maintenant introduire, si vous le voulez bien, le déroulé de la conférence avec un point de départ qui, en réalité, a plusieurs entrées. Je vais d'abord prendre comme point de départ le parcours un peu inédit d'une biologiste que nous allons redécouvrir ensemble. Elle représente aussi un fil mémoriel
pour aller à la rencontre de pionniers et de découvreurs des sciences du vivant, et en particulier dans le domaine de la nutrition et de la diététique. Et puis, sur cette première page que vous voyez ici à l'écran de présentation, il y a un logo qui apparaissait préalablement, que vous voyez sans doute ici. Eh bien, est-ce que certains d'entre vous arrivent peut-être à l'identifier? On aperçoit ici Expo 2025. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée de quoi cela à quoi renvoie ce logo? Eh bien, Expo 2025, c'est tout simplement la prochaine exposition universelle qui aura lieu au Japon, dans la baie d'Osaka. Je voudrais en parler aussi parce que, avec vous, notamment à la fin de cette conférence, puisque vous savez que Rennes est jumelée avec la ville de Sendai au Japon, qui elle aussi est entourée d'une baie qui a joué un rôle très important pour aider les ostréiculteurs de la baie de Cancale dans les années 60-70. Et je vais y revenir, notamment en abordant l'histoire des industries probiomètres. Alors tout d'abord, je vais proposer à l'ensemble des participants un petit retour en arrière. Est-ce que si vous connaissez des noms de savants, de biologistes, de scientifiques qui se sont investis dans les sciences du vivant, ici, dans le domaine de Guichen? La plupart d'entre vous connaissent le domaine de la Macée à Guichen. Il y a un scientifique très important qui a marqué ce lieu et qui est le docteur Evin, qui a fait don du domaine de la Macée à l'Association centrale des vétérinaires et qui est encore aujourd'hui une structure d'entraide pour la profession. Et ce docteur Evin a été précurseur puisqu'il est parti s'installer en Argentine, monter un comptoir pharmaceutique dans la filière équine. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, la France manquait d'hommes, mais aussi manquait de chevaux. Et grâce à ses contacts en Amérique du Sud, le docteur Evin va fournir à l'armée un contingent de chevaux très important à des prix très inférieurs par rapport au marché. Et donc, par la suite, ce docteur Evin de Guichen va connaître une ascension sociale autour des sciences vétérinaires et il sera décoré de la Légion d'honneur. Alors aujourd'hui, le domaine de la Macée qui appartient au docteur Evin a connu en réalité plusieurs vies et est devenu un grand lotissement avec des noms de rues dédiés à de grands scientifiques. Il y a notamment la rue Lucie Randouin, qui est la première femme biologiste à l'Académie de médecine. Alors, pour creuser ensemble son parcours et pour bien comprendre l'impact de ses travaux, je vous propose en Bretagne de jeter un œil sur une singularité particulière, parce que l'un des apports que Lucie Randouin a apporté à la nutrition est le rôle des vitamines et en particulier des oligoéléments marins. Et donc tout l'intérêt est de regarder comment cette femme scientifique a eu un parcours tout à fait étonnant et qui pourrait inspirer demain d'autres femmes à mener des perspectives de carrière ou d'évolution similaires sur ces sujets. Je pense d'ailleurs à une navigatrice qui publie des travaux tout à fait remarquables à travers sa fondation, Hélène MacArthur, en faveur de l'économie circulaire. Alors, pour parler d'oligo-éléments marins et parler de nutrition entre terre et mer, je vais m'appuyer sur une carte que vous voyez ici à l'écran. Alors, on a bien identifié en Bretagne l'importance de la recherche sur les algues. On a beaucoup de laboratoires de recherche, d'ailleurs, dans la région de Saint-Malo, mais aussi bien au-delà. Est-ce que certains se rappellent d'un remède qu'ont bien connu nos grands-mères, qui est l'huile
de foie de morue. Alors effectivement, les pêcheurs de grand fond sont allés chercher le secret de Terre-Neuve, juste en face de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, où s'est développée la pêche à la morue, industrie historique qui a périclité depuis le moratoire qui a été décidé par le Canada. Eh bien, Lucie Randouin va identifier ces filières. Et dans ces filières, elle va y voir une opportunité grandissante pour la nutrition, qui est de sélectionner des produits sains et naturels pour entretenir une alimentation équilibrée. Et elle aura à cœur, dans différents travaux qui sont orientés dans ce cheminement, de valoriser des filières. Typiquement, le gros sel de Noirmoutier, la pêche au saumon de Norvège, le sel de l'île de Ré. Il y aura aussi d'autres innovations importantes sur les algues et les minéraux marins issus de coquillages et en particulier du sable coquillé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et tout cela un peu finalement dans le courant, dans le sillon d'un courant qui est né au début du XXe siècle, qui est né notamment sur l'impulsion des travaux du plasma de Quinton, qui sont des ampoules d'eau de mer qui étaient prélevées en haute mer, notamment dans les Sargasses. Et c'est René Quinton, un biologiste, qui va porter ses travaux et qui va ouvrir dans le quartier Montparnasse à Paris, en 1907, le premier dispensaire marin. À la fin de la guerre, il y avait eu beaucoup d'épidémies de fièvre typhoïde qui ont ravagé l'ouest de la France, la Bretagne en particulier. Et comme ultime recours, on a cherché à soigner des enfants en leur donnant du plasma de Quinton. Et il y a également un autre champ de recherche qui a fortement impacté cette époque, c'est le tableau périodique des éléments d'un scientifique russe qui s'appelle Mendeleïev. Alors, je vais maintenant m'attarder sur le parcours inédit de Lucie Randouin. Madame Randouin, née en 1885 et décédée en 1960, fut la première femme biologiste à l'Académie de médecine qui a imaginé en quelque sorte notre futur entre science et nature. Après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est rentrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Vous savez que Marie Curie réapparaît sur les devants de l'actualité avec ce fameux contentieux avec la mairie de Paris au niveau du pavillon des sources dans le 5e arrondissement de Paris et qui menace d'être détruit. Et il est vrai aujourd'hui, un siècle plus tard, la place des femmes dans les institutions médicales reste congrue. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tous les titres et fonctions occupées par Lucie Randouin tout au long de sa carrière scientifique, mais je vais principalement citer qu'elle est la seconde femme agrégée de sciences naturelles. Vous avez ici l'une de ses principales publications qui fait référence aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres, aux rations alimentaires équilibrées. C'est un sujet passionnant puisqu'elle a très vite fait le lien avec les problèmes d'alcoolisme et ses recherches s'inscrivaient pleinement dans un contexte historique marqué par la fin de la Seconde Guerre mondiale, par des tickets de rationnement, des pénuries alimentaires, et sous l'impulsion de Lucie Randouin et de Jean Trémolière, une première école publique va ouvrir à Paris sur les questions de nutrition. Je précise également qu'elle a joué un rôle très actif pendant les deux guerres. Pendant la guerre 14-18, Lucie Randouin a assuré à titre bénévole la direction des travaux pratiques au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence du chef des travaux et des préparateurs, tous mobilisés d'octobre 1914 à janvier 1918. On a retrouvé des archives, des témoignages de faits de résistance. Dans un courrier adressé au directeur du CNRS en octobre 1944, elle fait également mention d'autres faits de résistance au sein de son service durant l'occupation allemande.
En effet, le laboratoire de physiologie de la nutrition qu'elle dirigeait a hébergé temporairement un prisonnier évadé qui fait partie des forces françaises de l'intérieur, un membre du comité directeur de l'OCM, une traductrice bibliographe d'origine russe, naturalisée française et de confession juive, ainsi que quelques hommes affiliés au laboratoire et réfractaires au service de travail obligatoire STO. De plus, un engagement dans des activités de prévention. Je voudrais à ce titre citer que, de même, en vue du maintien de la santé publique, Lucie Randouin n'a cessé de vulgariser ses connaissances et elle n'a cessé de faire, plus ou moins clandestinement, des conférences sur l'alimentation en zone libre et zone occupée. Par ailleurs, dans un souci de transmettre des connaissances, elle a vulgarisé un certain nombre de publications dans des conférences tournées vers le grand public. À ce titre, je vous précise que de 1910 à 1957, elle comptabilise près de 500 publications scientifiques, notes à l'Académie des sciences, à la Société de biologie, communication à la Société de chimie-biologie, à l'Académie de médecine. Elle a fait un très grand nombre d'interventions à la radio et participa à plusieurs émissions de télévision. En 1956, elle a été chargée d'organiser pour la radio et de faire elle-même, sous le nom de Tribune de la Santé, un enseignement public qui a duré 3 mois et qui a rencontré un grand succès. Et puis, elle a entretenu des relations épistolaires avec des innovateurs, avec des industriels bretons, et notamment mon arrière-grand-père lorsqu'il a fondé les industries Probiomère. Et donc, c'est une véritable ambassadrice des sciences, comme vous le voyez ici à l'écran. Elle a représenté la France comme déléguée française aux conférences internationales pour la standardisation des vitamines. Elle a également participé à des congrès scientifiques, à la fois français et étrangers, Boston, Rome, Madrid, Bruxelles, Constantia, Bâle, Berne et Lausanne en Suisse. Et puis, je crois que le cœur de son engagement a été justement de favoriser des produits sains et naturels et d'encourager la société française et le reste du monde de s'alimenter sainement. Elle a insisté sur l'influence primordiale d'une alimentation complète et correctement équilibrée sur la santé physique et morale des individus. Elle a formulé des règles d'équilibre alimentaire. Elle a insisté sur le rôle thérapeutique des rations. Et enfin, je pense, un enjeu humain et collaboratif que je trouve encore fondamental aujourd'hui, c'est le décloisonnement de l'innovation. On l'a vu très récemment avec le contexte des vaccins, avec la grande bascule de la recherche chimique vers la biologie, l'essentiel des nouveaux médicaments est aujourd'hui issu, tout ou partie, de travaux académiques. Et la crise sanitaire a souligné un grand besoin, car la recherche pharmaceutique est aujourd'hui l'activité économique et industrielle la plus liée à la recherche fondamentale, et aucun autre secteur n'a autant besoin d'un lien fort et direct entre les entreprises et les laboratoires des universités. À ce titre, il faut encourager l'esprit d'entreprise en université et vivement, je le crois, intégrer le prisme de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, pour vous montrer à quel point le décloisonnement de l'innovation est important pour innover demain, je vais citer un exemple historique sur l'impact des travaux de Lucie Randouin sur mon arrière-grand-père qui a été horloger puis industriel. Et il s'est intéressé aux engrenages utilisés dans l'horlogerie, notamment lorsqu'on réparait des montres bracelets pour valoriser des brisures de coquillages
et notamment du sable coquillé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Vous avez alors quelques images un peu historiques, notamment de son sablier, le Saint-Pierre, qui ici apparaît dans le port de Saint-Malo et qui allait extraire notamment du sable coquillé dans la baie du Mont-Saint-Michel, notamment au large de l'archipel de Chausey, mais aussi au large des îles anglo-normands. Alors l'ensemble de ces brevets, de ces procédés ont été brevetés avant de les industrialiser. Et ce développement n'a pas uniquement concerné régionalement une échelle bretonne et locale, puisque le développement à l'échelle européenne, pardon, a été aussi très largement mené en direction de la Suisse, de l'Allemagne, outre-Manche avec le Royaume-Uni et même aux États-Unis dans une perspective transatlantique, avec des partenariats tout à fait atypiques qui ont été menés. En Auvergne, je pense notamment dans le département de l'Allier, aux relations qui se sont nouées avec des filières de l'économie monastique, et je pense en particulier aux moines de l'abbaye de Sept-Fonds, qui fabriquaient un complément alimentaire naturel qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la germaline. Et puis, cette biologiste, Lucie Randouin, dont nous parlons aujourd'hui ce soir, et qui a été agrégée, je le rappelle, en sciences naturelles en 1911, à une époque où l'agrégation était réservée aux hommes, puis doctoresse sciences en 1918, et la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Donc, on retrouve effectivement des inspirations croisées entre de nombreux territoires, entre terre et mer, une vision très claire de l'économie circulaire qui est passionnante aujourd'hui sur tous les enjeux qui nous concernent. On le sent sur l'arc atlantique de manière sensible à travers soit des industries ou des territoires qui ont eu des pôles historiques orientés. Alors, je vous cite l'industrie morutière des Sables d'Olonne en Vendée, mais vous avez avec la Compagnie Générale Transatlantique le hangar à bananes qui a été un réservoir de valorisation, bien entendu, des vitamines, du magnésium et des nombreux échanges qui se sont développés avec les colonies. Et puis après les changements du monde agricole d'après-guerre, l'idée de se regrouper en filières, en syndicats pour être innovant est apparue de manière de plus en plus pertinente. Beaucoup de témoignages de cette époque existent, je pense en particulier à Nantes, grand port de l'arc atlantique, mais on pourrait situer d'autres régions. Les cargos bananiers de la Guadeloupe, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire ont été aussi un moment privilégié d'échanges transatlantiques. Et puis ces fameux Terre-Neuva qu'on a bien connus en Vendée, à Trente-Moules, qui ont permis aussi de créer un sillon pour l'huile de foie de morue. La pêche, les pêcheurs de gros fonds au large, jusqu'au large de l'Europe du Nord et de la Norvège, eh bien, toute cette quête de produits naturels a effectivement un lien évident avec d'autres minéraux marins, et je pense en particulier au sel. On pourrait citer aussi d'autres aventures qui se sont nouées en particulier à l'initiative des industries probiomères lorsque celles-ci ont rencontré des pénuries. Et ça a été en particulier le cas dans les années 60, notamment lorsque des maladies qui concernaient les huîtres ont décimé un certain nombre de parcs dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est à cette époque que des Japonais en particulier sont venus investir dans le Grand Ouest de la France. Et à ce moment, en 67, eh bien, la même année, la capitale bretonne, la ville de Rennes, s'est jumelée avec Sendai au Japon. Il a fallu bien entendu trouver des alternatives à ces pénuries, et c'est de la farine de manioc de Madagascar qui a été notamment trouvée auprès d'importateurs.
Alors, ces sujets sont essentiels aujourd'hui à travers l'agenda de grandes rencontres internationales et je pense en particulier au COP. Je vais citer en particulier la COP 23 de Glasgow en Écosse qui a été intéressante pour réfléchir davantage à des alternatives, notamment en ce qui concerne la fin des sacs plastiques qui polluent très largement les océans. Et comment envisager justement cette transition? Eh bien, ce sont des sacs biologiques en amidon de manioc qui ont été imaginés, présentés à la COP 23, une technologie indonésienne qui a véritablement inspiré de nombreux acteurs, notamment de pays africains. Mais je voudrais aussi citer l'intérêt de grandes entreprises, en particulier L'Oréal, et également une chaîne kenyane de supermarchés qui s'appelle Uchumi. Eh bien, l'océan, comme vous le voyez, est un écosystème à préserver qui est riche en minéraux marins, en oligo-éléments marins que Lucie Randouin a valorisés et qui ont aidé les industries pro-humères à prospérer et se développer. Eh bien, ce passage de témoin aujourd'hui est essentiel pour croiser les filières et innover demain. Innover demain avec notre environnement immédiat, qui est celui des îles du Ponant, un laboratoire d'innovation exceptionnel pour l'arc atlantique, l'arc Manche et des régions maritimes en première ligne comme la Bretagne, mais aussi la Normandie quand on pense à Chausel, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire également. Ce travail de la mer me fait effectivement penser à une œuvre d'un écrivain, Victor Hugo, qui est parti s'exiler à Guernesey, dans les îles anglo-normandes, et qui a écrit cette œuvre prophétique, Les Travailleurs de la mer, dans lequel cet enfant de Besançon, ce personnage illustre byzantin, euh, a imaginé la figure d'un roi ukrainien de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ses États. La constitution dont il est l'auteur refuse le droit d'entrée à l'or et à l'argent sans son autorisation et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quel coffre-fort les vallons de Haute-Bretagne ont aussi préservé? C'est le sel. Parce que la route du sel, de Guérande en passant par Redon, a aussi été un objet de toutes les convoitises pendant les frontières de l'Ancien Régime. Et je pense en particulier à celle de Bretagne, qui a pendant longtemps stocké dans ses greniers cette ressource extrêmement rare. Aujourd'hui, l'héritage de Lucie Randouin a plusieurs dimensions. D'abord, à l'échelle du monde scientifique, un prix Lucie Randouin est attribué chaque année au cours des Journées nationales de diététique et de nutrition. Un timbre a été notamment porté dans le cadre d'un appel philatélique qui a démarré un peu plus de 2 ans et qui a reçu un retour favorable de la Poste qui officialisera ce timbre-poste à l'effigie de Lucie Randouin en 2025. Il y a donc, au-delà de cette aventure philatélique, un dialogue à réinventer au carrefour, comme je vous l'ai indiqué, des sciences, des échanges et de ces femmes qui sont des pépites et qu'il faut identifier à travers de nombreux trésors. Et ce timbre sera certainement une façon de voyager, une façon de réinterroger le décloisonnement de beaucoup de filières, à l'image de cette initiative qui a été menée à Strasbourg, qui s'appelle l'Industrie Magnifique, parce que sur les bords du Rhin, ce fleuve qui, depuis l'époque antique, a été un corridor d'échange exceptionnel, eh bien, en Alsace, l'Industrie Magnifique fait rencontrer des industriels, des artistes, des chercheurs. C'est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui pour faire vivre des tiers-lieux dans nos territoires. Ce sont les briques de l'économie collaborative, ce sont aussi des moyens de redonner vie à des projets souvent ambitieux de reconversion, redonner des espaces qui, de tiers-lieux, peuvent redonner et retrouver pleinement leur vocation maritime. Et c'est à un niveau mondial des questions qui intéressent également des villes qui sont extrêmement exposées et qui exportent assez peu de
denrées alimentaires, pensez à Singapour, pensez à Dubaï, pensez à Hong Kong, pensez à Macao, importation de leur alimentation à échelle, on dépasse très largement les 80, voire 90% pour ce qui concerne la cité-État de Singapour, dont l'importance de penser aujourd'hui l'économie circulaire, les filets de pêche recyclés. Et c'est ce qui se passe actuellement en Asie, en Extrême-Orient à Singapour ou au Moyen-Orient à Dubaï. Alors cet appel en faveur de la conception d'un timbre a été soutenu par des élus de collectivités, des autorités scientifiques, des acteurs associatifs, et un dossier complet a été transmis à Philapost, qui est la direction du groupe La Poste chargée de l'émission de nouveaux timbres, qui fixe notamment le programme philatélique à année N+2. Ces sujets primordiaux d'éducation sont fondamentaux. Mieux se nourrir, mieux se soigner, ce sont des questions qui sont à retrouver aussi très largement dans le cadre d'expositions universelles. Et je voudrais souligner à l'horizon 2025 le thème qui a été retenu pour la prochaine exposition universelle qui va se dérouler à Osaka. Je vous rappelle que le château des Ducs de Bretagne à Nantes est jumelé avec la ville d'Osaka dans le cadre d'un partenariat culturel extrêmement intéressant. Nous aurons besoin d'aller plus loin et de rechercher aussi des voies scientifiques de coopération, des voies aussi originales qui permettent certainement autour de la vulgarisation de la culture savante et scientifique de redonner envie à des femmes de se tourner vers ces vocations. Et puis, vous dire que derrière ce grand thème porté par l'exposition universelle d'Osaka en 2025, se posent trois questions majeures qui intéressent au niveau mondial l'agenda des ODD, des Objectifs du développement durable. D'abord, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Vous imaginez qu'autour de ces trois thèmes, il faut réussir à co-construire un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour la société du futur, c'est-à-dire un espace où 8 milliards d'humains vont devoir non seulement vivre ensemble, mais aussi co-créer ensemble. Et cette idée de plateforme est essentielle, un lieu où le savoir mondial est partagé fraternellement, ces savoirs culturels et scientifiques de l'humanité qui résonnent à travers une vitrine que vous voyez ici sur cette image, ce plan qui représente la future site de l'exposition universelle, qui en 2025 aura un pavillon des femmes, comme l'édition précédente qui avait eu lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Eh bien, ce pavillon des femmes était une idée qui n'allait pas de soi. Et je voudrais rappeler qu'il a existé un Women Building qui avait été pensé pour l'exposition universelle de Chicago, mais en Europe, il y a eu une exposition des femmes qui a été pensée et imaginée notamment à Copenhague et qui a finalement eu lieu en 1895. Eh bien, Bertha Honoré Palmer a été une grande figure qui avait porté à Chicago cette idée de pavillon des femmes, de Women Building, Women Pavilion. Et des femmes grandes mécènes européennes d'Europe du Nord s'en sont inspirées et ont été à l'initiative de ce cheminement. Vous dire que des pays qui sont aussi exposés à des guerres, des conflits, sont pleinement visibles dans cette exposition universelle. C'était notamment le cas de l'Ukraine à Dubaï, qui s'était clairement intéressé aux enjeux d'alimentation à travers le blé, puisque vous savez que ce pays a toujours été le grenier à blé de l'Union soviétique. Il y avait des innovations remarquables présentées, exposées, vélo électrique, impression 3D, store solaire. Et sans doute qu'à travers le pavillon des femmes de l'exposition universelle d'Osaka, nous pourrons aller plus loin pour souligner l'impact des femmes pour créer un monde meilleur. Ce pavillon des femmes, comme celui qui a été organisé à Dubaï lors de l'expédition précédente, sera porté par le mécénat d'un grand joaillier, la maison Cartier.
quartier qu'on identifie assez bien à travers les perles dans le golfe Persique, eh bien, la perliculture est aussi un horizon de créativité extrêmement intéressant qui concerne des questions d'environnement essentielles au contact de lagons. On pense aux huîtres perlières dans le golfe Persique, mais vous savez qu'il existe aussi sur un certain nombre de cours d'eau des moules d'eau douce. Alors j'espère qu'un jour, dans des écosystèmes préservés, on pourra trouver aussi des perles et des femmes qui les exploitent, puisque lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit à la façon de ce bijou célébratoire qui avait été imaginé en août 1944 à la Libération. Eh bien, je vous remercie à tous pour avoir écouté avec intérêt cette présentation. Nous allons maintenant créer un moment d'échange avec les personnes qui ont bien voulu se connecter ou écouter cette restitution. D'autres conférences seront prévues pour parler de Lucie Randouin. Je vous précise par ailleurs qu'une conférence sera organisée dans l'intramuros de Saint-Malo le 23 mars 2024 à 15 heures en salle municipale Sainte-Anne. Elle sera l'occasion de parler en particulier de la thématique de l'eau, qui est essentielle et qui est aussi une ressource à partager entre science et nature. Et puis, vous dire qu'il y aura certainement des échéances à venir essentielles, et en particulier le colloque Lucie Randouin, que nous espérons organiser à l'Académie de médecine le 4 septembre 2024, qui sera également un grand rendez-vous avec des sociétés savantes de Lyon, de la Bourgogne-Franche-Comté, et elles seront sans doute des contributrices importantes avec les universités, avec les acteurs de mémoire, les fondations culturelles, qui elles aussi pourront apporter leur contribution à l'héritage de Lucie Randouin. J'en retiens qu'un pont s'est ouvert sur la nutrition santé. Évidemment que ces questions d'autonomie alimentaire et d'innovation circulaire pour demain questionnent beaucoup de pays émergents, de villes. J'ai cité Singapour en Extrême-Orient, Dubaï au Moyen-Orient, puisque vous savez que la COP qui s'est déroulée là-bas aux Émirats arabes unis avait très largement envisagé dans son agenda des conférences qui étaient dédiées aux systèmes alimentaires mondiaux. La conférence de ce soir est aussi un moment peut-être de trait d'union entre le local et le global. Au niveau mondial, ces sujets réapparaîtront, en particulier à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la prochaine COP. Mais je pense qu'on continuera de toute façon à en parler pour les 2 prochaines expositions universelles. Je citais celle d'Osaka au Japon, et puis la prochaine qui aura lieu en 2030 à Riyad, dans le royaume d'Arabie Saoudite, dans lequel nous essayons, je l'espère, nous aurons l'occasion peut-être de nouer des liens avec des réseaux de femmes d'affaires saoudiennes, des réseaux de sociétés savantes, de femmes érudites qui s'intéresseraient également à ces questions, et puis un pavillon des femmes qui sera sans doute aussi l'occasion de faire rayonner de nombreuses initiatives. Alors, regardons et approchons 2025. Ce sera mon message de conclusion pour vous dire que 2025 est un moment privilégié pour une exposition universelle, et dans la tête des organisateurs japonais, il y a vraiment l'idée d'en faire un tremplin essentiel pour l'agenda 2030 qui notamment a fixé la cible des ODD à cet horizon 2030. Et donc, 5 ans avant la cible ambitieuse à atteindre, ces ODD, nous aurons besoin d'être vigilants, alertes, et de nous réunir ensemble pour concrétiser ces fameux objectifs du développement durable. Je ne vais pas tous vous les citer les 17, mais vous savez qu'il y a parmi
l'un des premiers objectifs, je crois que c'est l'objectif numéro 2, l'objectif fin zéro dans le monde est toujours pleinement d'actualité. C'est un défi qui doit aussi mobiliser les scientifiques et les sociétés civiles dans un décloisonnement des savoirs et des connaissances. On aura certainement besoin aussi de beaucoup d'innovations locales, et c'est ce qui fait le sens de cette institution aujourd'hui auprès du public de Guichen, auprès du public breton et d'autres régions qui nous écoutent. Je vais vous proposer de répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai vu aussi beaucoup de choses qui avaient été euh, notamment remontées dans la bulle de discussion, la capsule. Vous dire que de toute façon, cette conférence était également enregistrée et qu'elle sera, je l'espère, l'occasion de nourrir de prochains échanges. Je saluerai enfin, pour laisser la parole aux participants, le geste républicain de la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, Madame Catherine Vautrin, qui a eu la gentillesse d'adresser un courrier s'excusant de ne pas pouvoir se déplacer à Guichen dans la perspective de la conférence Lucie Randouin qui était prévue à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2024. Ce courrier, par la voix de son chef de cabinet, a été transmis avec, en amont, avec beaucoup d'avance, et j'ai été très heureux de lire cette correspondance. Et je voudrais la remercier très chaleureusement pour cette attention et cette délicatesse. Place aux questions et merci à tous pour votre attention.